Salut tout le monde, je m'appelle Sarah. Hello tout le monde, je m'appelle Kotou. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Notre idée, comme d'habitude, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est toujours la paix sur Terre. Amen. Bon les gars, c'est notre 4e épisode, on est vraiment trop contente parce qu'on s'éclate à faire ce podcast, n'est-ce pas Sarah? Ouais, On c'est un s'éclate. vrai plaisir. Et que les retours sont vraiment super chaleureux, super encourageants. Nous, on adore quand vous réagissez au sujet et à nos avis. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les vôtres par DM sur Insta, par mail, par commentaire, par pigeon voyageur, par bouteille à la mer, ce que vous voulez. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre présence et pour votre bienveillance. Alors, notre 3e épisode sur ce que signifie être woke est dispo sur notre chaîne YouTube, notre SoundCloud, notre Spotify, notre radio publique. Et très prochainement sur MTV. Donc voilà, je ne lâche pas cette vanne, meuf. Jusqu'à ce que tu ris de... Excusez Kotou. Tu lâcherais pas. Voilà, on va tous l'excuser encore pour cette blague. Hein. Mais sinon, merci beaucoup la famille. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre Insta, @podcastpreach. On a actuellement 87 abonnés. Yay. Bon, alors maintenant, le goal, c'est d'atteindre la barre symbolique des 100 abonnés avant que le Père Noël arrive. Donc allez-y, au travail, on partage à fond. Hein. Et d'ailleurs, sachez qu'on a fait une petite masterclass avec notre copine Barbara. Big up, merci beaucoup Barbara, aussi appelée Burb pour les intimes. Elle a tenté de nous former un peu aux réseaux sociaux pour qu'on assaisonne notre compte Insta qui est complètement claqué. On vous promet qu'on va bien travailler dessus. Hein. Il va être beau et propre, très prochainement. On dirait un nom de Bob l'éponge. Burb? Ouais, on dirait que... Je sais pas. Ouais, c'est bien. Tu sais, le poisson là, le blob. Ah, je crois que c'est bien ça. Le blob, Burb. Bon, bah, gros bisous, Burb. Donc voilà, bref, maintenant qu'on a dit tout ça, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, chers collègues? Eh bien, très chers camarades, nous avons encore une fois un programme bien chargé, bien pimenté. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de la réappropriation culturelle que nous allons explorer à travers une recommandation série archi nécessaire en 2020 et la polémique qui entoure depuis des décennies et des siècles le mot en N, le N-word, comme disent les Américains, faisant référence à l'insulte nigger, qui se traduit par nègre en français. Donc, installez-vous bien, ajustez vos écouteurs, prenez vos biscuits de grand-mère et préparez votre thé. On commence comme d'habitude par les coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. À toi l'honneur, camarade, vide ton sac. Alors ouais, aujourd'hui c'est moi qui commence avec le coup de gueule. Bon alors, comment ignorer ce qui se passe actuellement en France, c'est-à-dire la loi sécurité globale. Ah ça. Voilà, une loi qui nous empêche de filmer les forces de l'ordre et donc qui autorise les policiers à être encore plus violents qu'ils ne le sont déjà puisqu'il n'y aura pas de preuves. C'est vraiment le témoin, enfin cette loi témoigne d'une violence d'État institutionnalisée. Il est dur ce mot. Ouais, institutionnalisée et systématisée. C'est encore une fois un pays qui se voile la face consciemment sur les violences de ses forces de l'ordre et qui en plus de ça les autorise. Des violences policières étatiques qui étaient déjà établies depuis des années, mais plutôt ignorées parce qu'elles se passaient en banlieue et que tout le monde s'en fout de la banlieue. Et sur des espaces et sur des corps marginalisés. Tout à fait, donc voilà, pourquoi s'en préoccuper. Voilà. Mais malheureusement pour la police, ça a été mis au grand jour avec les épisodes des Gilets jaunes et maintenant, ces violences sont pleinement assumées avec ce genre de décision politique. Donc on est un peu dégoûté de ce soi-disant état de droit, de fraternité, de paix qu'est la France. Et qui est pourtant la promesse. Assumé par les décisions politiques et aussi, je trouve, galvanisé par des discours politiques. Genre vraiment, je trouve que les prises de parole de Darmanin ne sont pas du tout... Non mais vraiment, c'est hallucinant. C'est une parole officielle qui est dangereuse, tu vois. Ouais, c'est un officiel qui est dangereux même. Voilà. Quand Darmanin, que fais-tu au gouvernement? En tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'on soutient les manifestants dans leur lutte contre l'impunité de la police et on fait de gros big up à Michel Zecler. Absolument. Bon, meuf, pour nous détendre... Pour remonter notre esprit. Remonte le moral, s'il te plaît. Ah, meuf. Je vais faire un truc un peu différent aujourd'hui. Je vais parler un peu musique. Parce que, Sarah, qui dit décembre dit froid. D'accord? Ouais. Qui dit froid dit neige. Ouais. Qui dit neige dit Père Noël. J'entends. N'est-ce pas? Soit. Je m'attends un petit soit. Qui dit Père Noël dit fête de fin d'année. N'est-ce pas? Toujours. Donc ça dit quoi, Sarah? Ça plus ça égale quoi? Ouais, ça me dit sapin, cadeau. Non! Ça dit Maria Carré, meuf. Maria Carré. On rentre dans le mois de paye de Maria Carré. Ça va faire 26 ans depuis la sortie de son cultissime. Elle est avec moi. All I want for Christmas. Non, que tout. T'es de lâcheuse. Mais ça fait 26 ans, meuf, qu'elle se fait un fric monstre avec ce titre. À chaque fois, cette période de l'année, la chanson remonte dans les charts, dans les chiffres de streaming. Il a été estimé que ce tube lui rapportait... Meuf, tiens-toi bien.
Je me tiens. 2,5 millions d'euros par an. 2,5 millions Par an, oh là là. par an, soit depuis 94, 60 millions depuis sa sortie. Voilà, voilà. Donc comme tu le vois, Queen Maria, la reine Maria aurait pu se reposer sur sur ses lauriers. C'était dur ce mot, c'était dur, c'est parti. Non, c'est pas très dur le mot laurier. Ok, t'es grave une saboteuse. Non, c'est pour dire qu'elle aurait pu nous lâcher, tu vois. Mais non, comme elle est généreuse, comme c'est une reine, tu vois. Écoute, moi je me lève tranquillement vendredi, et là je vois quoi sur mon feed? Une nouvelle chanson spéciale fête de Noël faite par Mariah Carey en feat avec Ariana Grande, Jennifer Hudson. Meuf, c'est grandiloquent, c'est kitsch, ça crie, il y a des vocalises, il y a des mélismes, c'est un festival, c'est génial, je te parle même pas du clip, il y a des lutins de partout, du verre de partout, c'est, oh mon dieu, c'est terriblement kitsch, c'est vraiment un moment de grâce dans la pop culture, mais mon dieu, elle m'a ressuscité de cette semaine épouvantable. Donc voilà, merci Maria. Pour ce moment, on sait que tu nous écoutes, voilà, ça fait hyper plaisir. Donc, donc voilà. Donc voilà, c'est un coup de cœur, meuf, complètement gratuit, léger, croquant, savourant, virevoltant. Non, j'arrête, parce qu'elle va me défoncer. J'arrête. Ouais, voilà, elle me fatigue tous. On remercie Kotou pour ce bon coup de cœur. Gros big up encore une fois à Maria, qui nous écoute, comme Barbara, qui nous écoute aussi, j'imagine. Yes. Et donc c'est vrai, voilà, on comprend un peu la nostalgie de All I Want for Christmas. Enfin, on comprend l'émotion vécue par Kotou, on la comprend de loin, on la partage. C'est un grand moment, Sarah. Tu voilà, on ira tous regarder ce clip bien kitsch. Bon, on va rester dans cette bonne dynamique pour tout de suite la nouvelle recommandation. Donc pour une fois n'est pas coutume, c'est Kotou qui s'occupe de la recommandation. Je lui ai volé ce rendez-vous. Mais bon, je sais qu'elle sera à la hauteur, si ce n'est encore mieux que moi d'habitude. Girl. Vous voyez comme je la flatte. Donc cette fois, Kotou va nous parler d'une série. Ça s'appelle Pause, ça a l'air génial et c'est tout de suite. Chers collègues, comme tu le sais, le travestissement est une pratique séculaire, n'est-ce pas? Mais sais-tu quand a émergé le terme et la culture des drag queens? J'aurais dit à la fin de 80, début 90. Bah, tu sais quoi? C'est en partie vrai. Mais en réalité, il faut remonter à plus loin. Donc, ce qu'on va faire, tu vas me donner ta main? On va remonter. Donne-moi ta main. On va monter dans la time machine. Allez, encore la time machine. Ah là là, et on atterrit, boum, au XVIIIe siècle, aux États-Unis. Donc oui, déjà à cette époque, on organisait déjà des balles dansants costumés à cette époque, pendant lesquels des hommes venaient travestis en femmes. Donc un de ces bals les plus connus et courus était celui organisé par William Dorsey Swann, un ancien esclave et activiste LGBT légendaire de l'époque. Donc oui, là on parle du XVIIIe siècle, c'est un truc de fou. Ouais, super surprenant. Ouais. Et donc ça vient d'où le terme drag? Bah, c'est assez polémique, mais la théorie qui a été principalement retenue est celle que les queens qui traînaient leurs robes trop longues au sol pendant ces fêtes fastueuses, d'où le terme drag, tu vois, qui veut dire traîner en anglais. Et les queens étaient la manière dont étaient désignés, et la manière dont s'auto-désignaient aussi, les hommes homosexuels ou dits efféminés. Mais tu avais cité les années 80-90, et tu n'avais pas complètement tort. La culture moderne qu'on connaît des drag queens aujourd'hui a été créée vers la fin des années 80 par des personnes transgenres et gays, principalement racisés, noirs et latinos à New York. Et leur influence est littéralement omniprésente dans la pop culture d'aujourd'hui. Tu peux la voir par exemple dans la manière dont le jargon, le vocabulaire de la scène drag s'est immiscé dans nos vies. Par exemple, tu sais, quand on nous dit des mots comme shady, par exemple, tu vois. Ah ouais, shady. Je sais pas comment on peut traduire shady, c'est genre quelqu'un qui... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment on explique shady. Mais on mettra dans la description. Ouais. C'est faux, on va pas vous mettre dans la description. On sait pas allez chercher que... Ouais, je vois comme quand on dit gas ou wacky bitch. T'as tout compris, voilà exactement, ça vient de là et beaucoup d'autres mots. Ou avec des danses comme le voguing, même le maquillage, meuf. Tu vois, là je parle le contouring qui a été popularisé par Kim Kardashian ces dernières années, mais qui est originellement issu du milieu drag, tu vois. Et c'était une technique de make-up qui visait à accentuer et féminiser les traits des queens. Et aujourd'hui, c'est totalement mainstream, c'est totalement grand public. Donc en fait, depuis les années 2010, on a vu émerger, tu sais, cette question de la transidentité dans la société et dans les médias. Elle était évidemment, elle était marginalisée, elle était minimisée parce que tabou. Il y avait déjà eu des petits frémissements comme l'œuvre majeure, mais assez unique quand même, de Paris is Burning, le documentaire de Jenny Livingston sorti en 91. Il y avait déjà RuPaul. Donc RuPaul, c'est une grande figure de pop culture aux États-Unis, qui est une des premières personnes transgenres qui a émergé dans l'espace public aux États-Unis. Donc voilà, c'est une légende de la communauté LGBT.
Et donc il y avait déjà sa figure qui émergeait dans les années 90 grâce à ses chansons de dance, grâce à ses talk shows. Il y avait déjà Madonna avec Vogue et la manière dont elle a popularisé le voguing. Le voguing, c'est une danse urbaine qui a été créée par les drag queens qui s'inspiraient des poses que les supermodèles prenaient dans leur magazine de mode préféré. Donc voilà. Mais il y a eu un petit coup de mou dans les années 2000 et vers 2009, il y a tout qui reprend avec le raz-de-marée de la RuPaul Drag Race. C'est une télé-réalité qui a été créée par RuPaul, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une espèce de télécrochet pour les drag queens. Et ça a été une révolution à la télé. Et on va voir à partir de ces années-là, des années 2010, l'émergence d'héroïnes transgenres dans des fictions américaines majeures. Et j'insiste sur le héroïne parce qu'il y a un vrai problème dans l'invisibilisation de l'expérience transgenre masculine, même si je peux citer un rare exemple de l'acteur Elliot Fletcher dans la série Shameless qu'on vous conseille évidemment. Ouais, super voilà. Shameless. Mais d'ailleurs, ça me fait aussi penser, là, il y a Elliot Page, anciennement Ellen Page, qui s'est fait connaître grâce au film culte Juno sur l'adolescente qui tombe enceinte. Et il a fait son coming out, je crois, la semaine dernière. Exactement. Donc, big up, on l'embrasse parce qu'il nous écoute aussi. Ouais, il est fan, il est fan. Ça marche toujours ce truc, hein. Ouais, c'est grave. Non mais sérieux, c'est extrêmement courageux ce qu'il a fait et on espère qu'il aura l'occasion et l'influence et les bons rôles pour pallier à ce problème-là de cette sous-représentation, tu vois. Mais les figures et histoires les plus présentes sont donc féminines et sont celles portées par des actrices comme Laverne Cox dans la série culte et franchement révolutionnaire à laquelle on doit beaucoup niveau représentation, en tout cas niveau ouverture du débat. Ouais. Donc je parle de Orange is the New Black. Il y a Jamie Clayton dans Sense8, c'était une série sur Netflix qui était hyper chelou, mais c'était bien, moi j'avais beaucoup aimé. Moi j'ai pas trop aimé. T'as pas trop aimé? Mais c'est pas trop mon style de série. Bon, mais ça avait été écrit et réalisé par les meufs de Matrix. Ouais, les sœurs Wachowski. Donc voilà. Et évidemment la série aussi Euphoria avec l'actrice Hunter Schafer, tu vois. Et en fait, dans tout ça, dans toute cette prolifération, est née une série absolument formidable, voilà, importante, nécessaire, qu'il faut voir pour s'éduquer sur les tenants et aboutissants de la communauté, de la culture, des défis des personnes transgenres racisées. Donc là, je parle de la série Pose. Pose. Donc voilà, c'est une énième série créée par Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy, si vous ne savez pas, c'est un génie. C'est le mec qui a créé Glee, American Horror Story, récemment Hollywood et bien d'autres trucs. En fait, j'ai même pas le temps de toutes les citer, mais c'est incroyable. Il est talentueux, le mec, quoi. Voilà. Et c'est une série qui se concentre sur des personnages gays et trans de la culture fastueuse des ballrooms. On est donc dans le New York des années 80. Et on a vraiment le privilège, meuf, d'être plongé dans l'histoire de cette culture marginale, hyper codifiée, qui est celle des drag queens et dans leur intimité. Moi, perso, je suis fascinée par le spectacle des ballrooms. Ce sont des balles dansant avec des danses, des costumes, de l'ambiance, des défilés, des clashs, des shades. Oh là là, c'est incroyable. C'est très très bien filmé dans la série, on en prend plein les yeux. Ce sont vraiment des scènes importantes, même si ne vous inquiétez pas, il y en a pas, on s'en lasse pas, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ça montre à quel point pour eux c'est bien plus qu'un spectacle, c'est leur vie. Tu vois, quand ils vont dans ces balles, ils jouent leur vie quand ils vont dans ces ballrooms, tu vois. Une des premières scènes dans la série, je me permets un petit spoil, c'est un groupe venant dévaliser un musée exposant des robes extravagantes pour gagner le bal du soir même. Tu vois, c'est pendant ces moments-là qu'ils sont vus, qu'ils sont célébrés, qu'ils sont viscéralement eux-mêmes. Et c'est vraiment incroyable de voir ça, c'est très touchant. Voilà. Ouais, parce que je pense que c'est primordial, parce que dans leur vraie vie, dans leur intimité, c'est tout le contraire. Ils sont genre marginalisés, invisibilisés, brutalisés. Exactement. Quoi. Et dès le début de la série, il y a le spectre du VIH qui est induit, tu vois, il tombe comme une sentence à mort quand un des personnages découvre son statut sérologique. C'est à l'époque où le gouvernement ne voulait pas adresser ce problème parce que c'était pas très grave de laisser crever ces communautés décimées par cette épidémie, tu vois. Ouais. Donc on voit aussi que cette culture des ballrooms, c'est aussi une sorte... c'est aussi un système de solidarité, tu vois, qui est concrètement cristallisé par la structure des houses, des maisons, qui révèle en fait un système de protection. Donc tu as les danseurs, les drag queens et d'autres personnes de la communauté LGBT qui sont en fait réparties dans diverses maisons. Il y a la maison, par exemple dans la série, tu as la maison Evangelista, du nom de la grande top modèle Linda Evangelista, la maison Extravaganza, la maison Wintour, la maison Ferocity. Et elles sont dirigées par des mother ou father, des pères ou des mères qui les abritent, les nourrissent, les protègent. Et dans ce bouillonnement, on voit des personnages d'une grande diversité, magnifique, qu'elles soient ethniques, sexuelles, peu importe, qui survivent dans un environnement vraiment, vraiment hostile, tu vois. Donc c'est une série au casting magnifique, superbe, principalement portée par des actrices racisées transgenres. Les histoires sont très très bien ficelées, elles sont organiques, elles paraissent vraies et riches, mais c'est sûrement parce que du côté de la production, Ryan Murphy,
c'est bien bien assuré d'y mettre des personnes concernées et éduquées sur ces questions et sur cette culture. Ce qui est finalement normal Tout en à fait fait. normal, ouais. Mais c'est vrai que la représentation de la transidentité a mené à plein de polémiques dans l'attribution de rôles au cinéma. Très récemment, il y avait par exemple Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, elle est toujours dans la sauce. Que ce soit Ah, mais... le whitewashing, les problèmes de représentation de transidentité. Ouais, mais elle est vraiment dans plein de trucs. dans la sauce. Il y a Mark Ruffalo aussi, et ils avaient accepté des rôles transgenres, et ça passe de moins en moins parce que c'est un privilège de pouvoir naviguer comme ça, alors que les acteurs et actrices transgenres, eux, ils sont vachement invisibilisés, quoi. Absolument, totalement. Et la culture drag, qui est vraiment la culture des drag queens, qui est devenue très grand public maintenant, essaye aussi de se protéger de ces diverses tentatives d'appropriation politique, médiatique, culturelle, et ils se battent pour rappeler l'origine notamment de très très nombreuses tendances initiées par la communauté, à l'heure où notamment des femmes transgenres racisées sont encore la cible d'agressions et de meurtres partout dans le monde. On avait eu récemment qui avait fait les titres en France, aux États-Unis, c'est un vrai problème aussi, enfin dans le monde, tout simplement dans le monde, tu vois. Donc voilà, je vous la conseille, c'est une série faite par et pour enfin représenter des personnes de la communauté gay, transgenre, voilà, donc selon leurs termes, et c'est à ça on dit preach. Preach, Amen. preach. Amen. Donc voilà, on reste dans le sujet, les gars, et on va enfin arriver sur le noyau dur de notre épisode. Sarah s'est intéressée au sujet très large quand même de la réappropriation culturelle. C'est un mot difficile. Ouais, réappropriation. C'est parti. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de la réappropriation culturelle. Mais alors avant de parler de la réappropriation culturelle, on va parler de l'appropriation culturelle. C'est obligé. C'est obligé parce que en fait, c'est de l'appropriation que découle la réappropriation. Exactement. Donc on va commencer par la définir, l'appropriation culturelle, ce sera peut-être le plus simple. Moi j'aime beaucoup la définition de Éric Fassin. Éric Fassin c'est un sociologue qui est génial, je vous recommande tous ses lectures. Qui nous écoute comme tout le monde, ouais. Donc Éric Fassin en fait pour définir l'appropriation culturelle, il dit lorsqu'un emprunt entre deux cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Donc je pense que c'est la meilleure définition. C'est exactement ça. Ouais. Et pour donc déblayer un petit peu cette définition, en gros, donc l'emprunt à l'autre culture est vu sous le prisme de la domination. Là, il faut prendre le mot culture pas au sens étroit racial du terme, mais culture en tant que groupe d'individus qui ont une pratique similaire et identifiable. Donc en fait, on voit une minorité qui se fait déposséder de ses propres codes. Il ne s'agit pas du tout d'un échange, puisqu'on ne te donne pas accès à la culture de l'autre en retour, juste on te prend la tienne, c'est tout. On prend la tienne puis on la expose. Et en fait, souvent, la personne identifiée à cette culture, à l'origine même de l'objet culturel, va être, dans le meilleur des cas, avec plein de guillemets, invisibilisée et ne sera jamais mise en valeur pour son talent. Et dans le pire des cas, on va carrément se moquer d'elle ou la rejeter pour ses pratiques, ou ses coutumes, ou ses attributs. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc ça passe par les objets, comme par le comportement, les pratiques, le vocabulaire. Et je pense que l'exemple le plus parlant, c'est genre le wax. Vous voyez ce tissu porté qui vient d'Afrique, porté donc, par les Africains ou des Noirs. Et alors souvent les Africains qui se baladent avec du wax, ils vont être un peu ostracisés, ils sont un peu sauvagisés. Oui. Mais par contre, il y a des créateurs européens qui ont repris ce wax et qui se le sont appropriés, qui en ont fait de superbes pièces originales. Et alors là, par contre, ils rencontrent un succès de fada quoi avec ça. Donc quand le wax vient de... je sais pas, de grands créateurs, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il vient genre de Barbès ou des pays d'Afrique... c'est dévalorisé. Ouais, exactement. Donc pas top quoi. Donc là, par exemple, c'est un truc d'objet, mais un autre exemple culinaire, genre le couscous. Le couscous. Le couscous. Qui n'aime pas le couscous? Ça. Ouais, moi j'en ai encore mangé un très bon hier, excellent. Même pas, tu m'invites. Non, désolé. Prochaine fois, promis, je te partagerai l'adresse. Et le couscous, donc qui est un pays pardon. D'accord. Vous connaissez le pays le couscous? Un plat qui vient des pays du Maghreb. Et donc le couscous c'est un des plats les mieux cotés en France, alors que pourtant il vient donc des Arabes. Les Arabes sont pas les mieux cotés en France, hein. Ah ça. Les Arabes sont des islamistes, de la racaille, bref j'en passe quoi, tu vois, mais rien de très positif. Racaille qui est un terme raciste, je tiens encore à le dire, parce que j'ai l'impression que les gens l'utilisent de manière hyper légère. Non, racaille, et qui s'appuie sur rien factuellement, ça veut rien dire racaille. Voilà. Faut arrêter de dire racaille. Arrêtez. Et donc voilà, mais le couscous c'est un des plats préférés des Français. En 2007 c'était le plat préféré des Français. Depuis il est dans le top 3 devant même la blanquette de veau. Donc, ça c'est fou. Est-ce que tu te rends compte quand même? C'est fou. Donc voilà, on est ok pour le couscous mais pas pour les Arabes. Et d'ailleurs on se rappelle tous du Couscous Gate en 2017 avec Florent Philippot. On t'a vu. Qui a été pris en flag en train de manger un couscous. Florian, on t'a vu, on t'a archi vu. Après, j'ai l'impression que les exemples les plus explosifs, les plus exposés, tu sais, et vifs, récemment sont ceux issus de la pop culture, tout ça, notamment les polémiques comme
le manque de représentation des artistes noirs vis-à-vis des genres même qu'ils ont inventés. C'est ce qu'on voit par exemple avec l'énième polémique, par exemple aux Grammys. Les Grammys, ce sont comme les victoires de la musique américaine. Et il y a des artistes noirs influents qui ont beaucoup influencé le son de 2020 qui ne sont pas nommés, mais par contre, les artistes blancs qui refont ce son-là sont nommés. Donc c'est ça la réappropriation. L'appropriation. Pardon, l'appropriation n'est pas encore la réappropriation. Ouais, excusez-moi, je prends trop les deux barres, excusez-moi. Mais voilà, on peut prendre même le même exemple pour Madonna, on en a parlé tout à l'heure, avec le voguing, tu vois. Donc oui, factuellement, elle est à l'origine de l'exposition grand public du voguing, mais beaucoup de personnes de la communauté LGBT, malgré cette mise en avant de leur culture, étaient meufs, mais flippées d'en perdre le contrôle et auraient aimé qu'une personne, d'abord de leur propre communauté, capitalise d'abord dessus. Voilà, c'est exactement ça, ouais. C'est ça, en fait, quand il s'agit d'une personne liée à cette culture par son identité, on va l'exclure, on va en faire, tu vois, un peu quelqu'un, je sais pas, de sauvage, ou genre, dans tous les cas, de stigmatisé. Mais par contre, quand l'autre, qui est souvent l'homme blanc, reprend ce trait de caractère, cet attribut, tout ça, en excluant donc le créateur original, et ben là, tout soudainement, ça devient cool. Et il y a je sais même pas combien d'exemples, vraiment. C'est vraiment... Donc voilà, en gros, c'est quand on retire pour soi des bénéfices sans les partager avec le créateur de l'objet ou du mouvement. Des bénéfices économiques comme symboliques, c'est ça l'appropriation culturelle. Et d'ailleurs, il y a l'afroféministe Bell Hooks, l'écrivaine qu'on adore, gros big up, Bell Hooks. On l'adore. Qui nous écoute, hein. Qui avait employé en fait le terme manger l'autre pour parler de ça avant que l'expression appropriation culturelle existe. Donc elle parlait de on se fait manger par l'autre en fait dans son identité quoi. Mais en soi, en fait, faut pas confondre parce que la récupération culturelle, c'est ok. C'est d'ailleurs le principe de la mondialisation, de l'échange. Tu vois, nos vies. Des relations humaines, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, notre société, elle est entièrement façonnée par les apports d'autrui et l'échange. Oui. Sinon, je sais pas, hein, on mangerait même pas de pommes de terre. C'est un truc de fou. On mettrait pas de jeans, la musique qu'on écoute, etc. Mais en fait, il faut que cette récupération culturelle, elle soit toujours bienveillante. Le souci avec l'appropriation, c'est qu'elle dessert, en fait. Elle n'est pas du tout égalitaire. Preach that. Après, l'idée c'est aussi qu'il faut maîtriser l'objet qu'on souhaite récupérer avant de l'utiliser, tu vois. Dans l'appropriation culturelle, la personne ne s'interroge pas quant à l'histoire ou la définition de ce qu'il réutilise, de ce qu'elle réutilise. On peut prendre l'exemple, mais il y en a tellement. Les attrape-rêves indiens, les statues de Bouddha qui sont des objets religieux, ou le fait de chipper, meuf, vraiment c'est trop con. Mais parlons du fait de chipper, ouais. Attends. Le type, c'est une vraie insulte, tu vois, qui n'est pas des fois comprise comme telle par certains blancs. C'est pas un jeu. N'allez pas vous blesser bêtement en allant chipper à tout va dans la 4 en heure de pointe. C'est pour votre bien que je dis ça. C'est pour rire, mais enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est chipper. Est-ce que bon, fais-nous un chip. Vous connaissez. Vous avez entendu ce son. Refais. Attends, je me suis mangé la joue en faisant ça. Voilà. Faites pas ça, c'est dangereux. Faut jamais faire ça, c'est une insulte, ok? Non, le faites pas n'importe où, en fait. Mais bon, on dit ça pour déconner, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, l'idée, c'est de faire attention à ce qu'on utilise. Faites attention à ce que vous utilisez, essayez de savoir d'où ça vient, essayez de savoir qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Ouais, c'est ça, et l'appropriation culturelle est intimement liée à des questions économiques aussi, ça, il faut pas du tout mettre ça de côté. Et on pourrait même parler d'exploitation culturelle. C'est-à-dire qu'il faut toujours se demander à qui profite l'argent que je dépense pour cet objet. Un exemple très parlant. Je veux manger japonais. Est-ce que je vais chez Sushi Shop? Sarah, elle est animée par cet exemple. C'est formidable. Alors, déjà, en termes gustatifs, non, je ne vais pas chez Sushi Shop parce que ce n'est pas bon. Mais maintenant, en termes économiques, à qui profite ce business? Est-ce qu'il profite à des Japonais? Que nenni. Il profite à Grégory Marciano et Hervé Louis, qui sont deux Français, qui ont créé la chaîne Sushi Shop en 1998. Et d'ailleurs, la chaîne a été vendue au groupe polonais Amrest en 2018. Wow. Donc l'incohérence du truc est archi totale, quoi. Donc en fait, non, faut vraiment prendre en compte la notion d'argent qui est fondamentale, puisque dans tous les cas, on vit dans un monde capitaliste. Donc les coutumes, les cultures sont des outils de capitalisation, et il faut absolument avoir une démarche responsable lorsqu'on consomme et lorsqu'on participe à la diffusion d'une culture, que ce soit donc par un objet ou un mouvement, quoi que ce soit. Donc voilà, il faut se demander qui vend l'objet, comment a-t-il été construit, par qui. En l'achetant, qui est-ce que je soutiens, quoi? Absolument. Et on peut ne pas être directement lié à une culture et pourtant l'exploiter d'une manière saine, avec une démarche, avec une vraie démarche d'apprentissage de la technique ou une exploitation responsable. On peut être blanc français et faire des habits en wax, mais je pense que se poser des questions du genre à qui vais-je acheter la matière première, qui m'a formé, qui m'a éduqué sur cette culture, sur cette voilà, c'est hyper important d'être conscient de l'origine de la pratique et d'en rappeler l'histoire aux consommateurs, tu vois. En gros, s'inscrire respectueusement dans la culture, c'est tout. C'est très simple, hein, finalement.
Voilà. Et donc maintenant, il est grand temps de parler de la réappropriation culturelle. Nouveau level. Donc en gros, qu'est-ce que c'est la réappropriation culturelle? C'est quand on est marginalisé, insulté, moqué à cause d'une culture et de sa pratique, et qu'en fait on va reprendre ces insultes pour se définir en se les réappropriant. Il y a aussi une expression qui dit renverser le stigmate. C'est-à-dire qu'on revendique une stigmatisation qui nous a été attribuée. Un stigmate étant bien sûr un défaut. Donc le stigmate perçu comme un défaut est reconsidéré et perçu positivement par la personne stigmatisée. On va reprendre la moquerie ou les clichés qui nous sont adressés pour s'autodéfinir. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Cela permet déjà de laisser l'autre complètement frustré, dans le sens où le gars là, il a plus le dernier mot, puisque finalement l'insulte qu'il vient de dire perd de son sens, puisque l'insulte est banalisée, et donc en retournant l'insulte, on reprend le pouvoir. On se préoccupe plus du tout du regard d'autrui. C'est-à-dire que de la haine de soi, on passe à l'amour de son identité et de son héritage. C'est beau quand même ce que je dis. Magnifique, c'est magnifique. Ouais, mais le stigmate devient moteur. C'est aussi un moyen d'ailleurs de ne pas oublier l'histoire, mais de rappeler le mal qui a été fait pour ne pas le reproduire à travers ses comportements. Encore une fois, on va passer par des exemples, ce sera peut-être parlant. Aux États-Unis, par exemple, le N-word, mais alors Koto va vraiment beaucoup nous en parler après, donc je vais pas trop empiéter là-dessus. Mais bon, c'est le N-word qui veut dire nigger, donc en français nègre, très péjoratif. Donc le mot est carrément interdit. Et là-bas, entre eux, ils peuvent s'appeler my nigger, comme en France, ça pourrait dire négro. Voilà. Bon, ça, il y a aucune. Mais dans le sens, mon frère, ma soeur, tu vois. Oui. Enfin, genre, évidemment. Voilà, mais il y a une dimension aussi historique derrière. Ou sinon, l'insulte, par exemple, pédé, qui est une insulte super virulente, qui vient à la base de pédéraste en grec, qui désignait les hommes âgés attirés par les jeunes garçons, donc liés à la pédophilie. Ouais. Et donc aujourd'hui, on insulte des homosexuels de pédé, ou des lesbiennes de gwyn. Et en fait, entre eux, les homosexuels s'appellent pédé, ou s'autodéfinissent comme pédé. Ouais. Tu vois? C'est le même phénomène. C'est le même phénomène de réappropriation. On peut prendre aussi le phénomène de la cagole. Ouais, la cagole, ce qui est, on va dire, une femme provocante par sa tenue ou ses comportements. Voilà, c'est un mot occitan beaucoup utilisé à Marseille, par exemple. Et aujourd'hui, la cagole est incarnée et revendiquée même par certaines femmes du Sud, et à tel point qu'il existe même une bière, meuf, qui s'appelle la cagole. Ouais, c'est vrai. Bonne bière, la cagole. Donc voilà, c'était un mot qui était utilisé pour rabaisser, qui est aujourd'hui un terme d'identification très fort et même de fierté pour certaines femmes du Sud. Donc ouais, après, moi je vais pas faire la meuf, hein, je déconstruis aussi. Le mot cagole, moi je viens de Nice, je l'utilise encore même pas un an ou 12 ans. Donc, je vais pas faire la meuf qui donne des leçons, c'est comme pour le mot bof, voilà. Mais on apprend tous les jours. On apprend carrément, il faut travailler. Voilà. Réfléchir quoi. Exactement. Mais donc en fait, ces stigmates, ça resserre les groupes stigmatisés. C'était des dynamiques de rapprochement et d'identification de ces semblables. Genre, on a été insultés ensemble, donc on est dans un combat similaire. On se sait quoi, on se connaît. On se sait, on se sent. Mais alors, je veux dire un gros attention, hein, warning. Tout le monde n'est pas autorisé à utiliser ces termes. Warning. Même dans une démarche positive. Parce qu'en fait, ces mots-là qu'on a cités, genre le mot nigger, nègre, ou pédé, ou gwyn, en fait, ces mots, ils ont fait tellement de mal que d'ailleurs, seules les personnes concernées sont légitimes à les dire. Yep. C'est donc à ces personnes qui ont été insultées de décider si oui ou non elles ont envie de reprendre le terme et de se l'approprier. Donc moi, Sarah, je n'irai pas dire pédé à des potes qui sont gays, même si eux-mêmes emploient ce mot pour s'autodéfinir. Exactement. Et je veux d'ailleurs faire référence à un podcast de Binge Audio qui s'appelle Camille. Et donc il y a d'ailleurs un épisode qui s'appelle Pourquoi je peux dire pédé et pas toi. Trop bien, je vais l'écouter. Et trop intéressant, donc je vous conseille, ça ira encore plus loin dans l'explication de la démarche. Voilà, donc en gros, ce sont des attributs culturels qui peuvent être portés avec fierté en signe de revendication politique aussi, quand on renverse les stigmates et qu'on se réapproprie certaines choses. Je pense notamment au voile pour les femmes musulmanes. Le voile est tellement décrié en France ces dernières années, là, on en a tous entendu parler, hein, dès que les politiciens s'ennuient un peu, on nous ressort une petite problématique du voile. En tout cas. Et donc pour certaines femmes, le porter, en plus de la signification religieuse, ça devient un vrai outil politique. C'est un objet pour lequel on se bat. Le voile, voilà, devient un mouvement. Mais malgré elle, c'est-à-dire on le met sur elle, on le met sur elle, mais voilà. Du coup elle se l'approprie tellement que ça devient... Exactement. C'est ton drapeau de combat, quoi. Exactement. Ouais. Et donc voilà, c'est la réappropriation, c'est aussi un mouvement politique qui vise à s'assumer pleinement en englobant dans notre définition de soi ce que l'autre haït. Donc je suis une insulte pour toi, et ben je suis fière de représenter cette insulte. C'est bien ça. Ouais. C'est bien cette manière de penser. Voilà, merci pour tout approuver. Et c'est aussi, d'ailleurs, faut pas oublier que quand on se réapproprie quelque chose, c'est un moyen de monétiser le stigmate. C'est possible aussi, ouais. C'est malin. Donc voilà, comment justement, profiter de la stigmatisation pour en faire du profit et parfois même en faire un plan de vie, quoi. Bon, ça me fait...
Elle prend cher. Hein. Elle prend souvent cher, mais ça me fait penser à Claudia Tagbo, vous savez, l'humoriste. Ah oui. Voilà, la plupart de ses sketchs sont axés autour des clichés de la femme noire, de la maman africaine, etc. Et elle est beaucoup critiquée pour ça, mais elle le fait tout à fait consciemment et volontairement. Parce que quand vous écoutez Claudia Tagbo en interview, quand vous la voyez dans des téléfilms, elle est pas comme dans ses sketchs, mais absolument pas, tu vois, donc c'est tout à fait conscient. Elle reprend les clichés répandus sur les communautés noires pour les moquer et en démontrer l'absurdité. Après, la démarche ne parle pas forcément à tout le monde, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est une démarche. Elle existe, démarche, voilà, on dit qu'elle existe. Elle fait son blé avec, hein, voilà. écoute. Vous en pensez ce que vous voulez, mais elle paye ses loyers, quoi. On dit ça, on dit rien, voilà. Non, et puis donc pour prendre aussi un exemple de réappropriation culturelle, même d'un point de vue aussi économique, et même plus largement symbolique, encore une fois, on va reprendre le wax, puisque je pense que c'est l'exemple le plus parlant pour tout ça, le wax. Trop bien, cet exemple. Ouais, c'est trop bien. Donc le wax, on avait dit tissu africain. En fait, à l'origine, le wax, c'est même plutôt un tissu à moitié hollandais. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, les Hollandais s'inspirent des batiks, qui sont en fait d'autres tissus qu'ils ont récupérés en Indonésie. Donc les Indonésiens prennent ces batiks en Indonésie, ils les associent à une technique de cire. La cire, ça se dit wax en anglais, donc c'est ça. En fait, je sais pas, ils les frottent dans de la cire afin de les rendre imperméables. Et donc, ils appellent ce tissu le wax. Le but étant donc de fabriquer ce wax dans les industries hollandaises en masse, à faible coût, pour ensuite les revendre aux Indonésiens. D'accord. Donc là, l'appropriation culturelle, puissance, mais 1 milliard, quoi. Je pense qu'on pouvait pas faire plus fort que les Hollandais sur ce coup. Bon, alors malheureusement pour eux, les Indonésiens n'en ont pas voulu, mais ils ont essayé de lancer le tissu sur le continent africain, où là, par contre, le commerce a vraiment beaucoup pris. Et donc c'est un tissu qui a été imposé par les colons, donc une économie contrôlée et manipulée de manière à ce que les Africains soient obligés d'acheter le wax hollandais, donc moins cher que les tissus qu'ils pourraient avoir eux-mêmes. Et de meilleure qualité, puisqu'il y avait aussi ce wax dessus, quoi, cette cire. Mais en fait, les Africains ont repris le business, l'ont amélioré, se le sont entièrement approprié de manière à être inclus dans cette économie. Le projet étant de l'utiliser pour affaiblir économiquement une population et la servir. Cette population, finalement, se les réapproprier pour en retirer elle-même les bénéfices. Donc aujourd'hui, en fait, on dit que le wax est africain, quoi. Voilà, donc la réappropriation culturelle, c'est une démarche lente, mais qui demande de prendre de la distance avec l'autre. C'est un processus qui permet de s'assumer et de faire du stigmate une réelle force. Ouais. Voilà, donc on va poursuivre cette conversation avec le fameux N-word dont va nous parler Kotou. C'est parti. Bon, Sarah, mets ta ceinture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot maudit, d'un mot tabou. C'est vraiment the mot, the word. Donc voilà. C'est genre le Voldemort de l'anglais, quoi, et du français. Absolument, ouais. Absolument, exactement. C'est le fameux N-word, le mot N. Donc moi, je vais me permettre de le dire par rapport au sujet et parce que je suis noire. Voilà, je l'avais déjà dit dans un autre épisode. On parle là du mot nigger, qui en français se traduit par nègre. Sa contraction moderne donne le mot nigger, qui en français se traduit par négro, en gros. Oh, ça rime. Ouais. Négro, en gros. Pardon. Bravo. Merci. Donc c'est un débat encore aujourd'hui explosif, brûlant, parce qu'il soulève des questions de rapport de force dans les dynamiques raciales, et il s'inscrit aussi dans ce mouvement de réappropriation culturelle. Toujours. Et voilà. Et tout le débat dans cette histoire est de savoir s'il faut l'utiliser, et si oui, qui peut, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais pour commencer, rappelons que le mot nigger, le mot nègre, est une insulte raciste qui est issu du monde créé par la traite négrière. Il vient de l'espagnol negro, du latin niger, qui veulent dire noir, mais c'est surtout un mot qui a catégorisé, qui a hiérarchisé, brutalisé, tué, lynché des générations et des générations d'Africains et d'Afro-descendants sur les divers territoires concernés par le commerce triangulaire. Donc ça, faut pas l'oublier, quoi. Ouais, parce que c'est clair que l'émotion que cristallise ce mot est tout à fait justifiée et légitime, quoi. C'est de la réalité, en fait, c'est du concret, ce mot, c'est de la violence. C'est ta condition... C'est pas qu'un mot. Non, c'est ça, ta condition d'humain, d'Africain, de noir était réduite à celle du nègre, donc à l'esclave, quoi. C'est ça la logique du mot, c'est la stricte définition même. L'infériorité de l'homme noir, tu vois, par rapport à tous les autres, en fait. Exactement. Et en parallèle de ce mot même, une autre dynamique, une autre histoire, une autre utilisation va émerger. C'est celle du mot nigger, qui est celle utilisée par les Afro-Américains, entre eux, comme nous on se dit mon frère, ma soeur, ou d'ailleurs mon négro, d'ailleurs, mais tu vas pas dire ça à n'importe qui. Hein. Non, voilà. Encore une fois, warning, voilà, hein. calmons-nous. Voilà. Donc ils l'ont transformé en une espèce de chant communautaire et fier pour se le réapproprier et en faire un terme positif, familier, voire familial, tu vois.
Et cette démarche va exploser avec la venue du gangsta rap, fin 80, début 90, notamment avec le groupe culte de rap NWA, qui est un acronyme pour Niggas with Attitude, c'est-à-dire négro avec du panache, avec de l'attitude. Voilà, je voulais juste caler panache. Ouais, parce que c'est plus stylé en anglais quand même. Hein. Négro avec du panache. J'en peux plus. Donc voilà, donc ce genre, le gangsta rap et les artistes qui en découlent vont avoir un succès énorme, phénoménal, et leur utilisation omniprésente du mot nègre va très très vite poser problème, tu vois. Parce qu'à mesure que le rap va devenir mainstream, certains fans non noirs vont argumenter que ce n'est qu'un mot, tu vois, dans une chanson, qu'ils kiffent. D'autres que comme l'esclavage et la ségrégation sont terminés, ben, ce mot n'a plus sa charge négative et qu'ils peuvent l'utiliser dans la vraie vie. Et ça, bah, ce sont surtout les blancs pauvres qui vivent dans le ghetto avec les noirs pauvres, qui partagent donc la même culture, qui vont se sentir à l'aise à l'idée d'employer ce mot, tu vois. Et pas forcément pour insulter, hein, mais pour désigner en tant que frères et sœurs, pour se désigner en tant que frères et sœurs étant dans la même galère. Ouais, après, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font quand même pas tout ça, genre, tu vois, je pense dans le rap à Eminem. Eminem qui est quelqu'un d'extrêmement provocateur, c'est un rappeur blanc, pour ceux qui connaîtraient pas Eminem, Waouh. C'est un rappeur blanc qui vient du ghetto et pourtant il s'y est jamais essayé quoi à faire ça. Et d'ailleurs, les rappeurs blancs aux États-Unis n'essaient même pas de tenter Satan. En tout cas. Ouais, avec ce mot, tu vois, au risque que la cancel culture les pulvérise quoi. La cancel culture, attention, écoutez Preach épisode 3. Yes, exactement. Mais en fait, c'est vraiment une question brûlante par rapport au public du rap, par rapport au public du rap qui dans ses consommateurs, ça va peut-être t'étonner, sont principalement blancs. Les gens qui achètent les tickets de concert, les gens qui achètent les CD sont principalement blancs. Alors, d'un côté, tu as la communauté noire. Dans la communauté noire, tu as des personnes, notamment de cette ancienne génération, qui a connu la ségrégation, qui est contre l'usage de ce mot, même entre noirs. Et une génération plus récente qui ne veut pas se brider, qui s'arroge le droit de faire ce qu'elle veut de ce mot. Et là, tu vois, on rentre vraiment dans des dynamiques raciales, sociales et commerciales, d'ailleurs, très compliquées, qui rendent le débat explosif, tu vois. Et ce débat est d'ailleurs aussi explosif en France. Voilà, on a souvent évité la question pendant des décennies, mais le problème, c'est qu'avec la diffusion de la culture urbaine, et donc en partie de la culture afro-américaine dans le monde, le mot nigger est devenu un espèce de gimmick. Comme les autres mots dans le rap comme yo ou turn up, tu vois, genre pour eux ça pimente le couplet normal, tu vois. Et ça fait des années qu'on peut entendre dans la bouche de rappeurs non noirs les mots nigger, les mots négro en toute légèreté. Ouais, il n'y avait pas l'influence. Merde, Enjoy Phoenix. Ouais, elle s'était retrouvée aussi dans une polémique là en utilisant dans une de ses vidéos le gimmick Really Nigga. Ouais. C'est ça, non? Really Nigga. Really Nigga. Exactement. Et parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans la pop culture maintenant qu'en fait, on oublie même l'origine de cette expression, quoi. Dans le rap français aussi, la question est un petit peu plus abordée, moi j'ai l'impression. De plus en plus, ouais. Ouais, de plus en plus. Mais tu vois, il y a quand même les rappeurs belges, genre Hamza ou Romo Elvis. Romo Elvis, il prend trop cher. Parfait exemple pour tout, le gars, là. Désolé, tu les accumules, hein. Mais après, il y a aussi des rappeurs français comme La Fouine ou Kekra qui utilisent ces mots et ça pose de plus en plus de questions quand même aujourd'hui. Absolument, quoi. Absolument. Et en fait, le problème avec l'espace urbain francophone, c'est que des fois, il copie son pendant américain sans réfléchir aux similarités. Souvent même. Il existe même beaucoup. Hein. Ils oublient les similarités qu'il y a entre nos deux espaces. Tu vois, genre en France, le mot nègre choque. Il choque. Il est presque banni. Tout le monde le sait. Tu vois, quand on a vu ce passage à tabac de Michel par les policiers récemment et qu'il a été traité de sale nègre, ça a choqué. Ah bah oui. Tu vois, aujourd'hui, on vend plus de tête de nègre. Donc c'est un mot qui choque, c'est pas un mot léger du tout. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, l'histoire et l'impact du mot nègre est tout à fait similaire dans notre espace francophone. Oui. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir de plus en plus de rappeurs noirs, comme non noirs quand même, qui s'interrogent sur son utilisation en France. Absolument, absolument. Et désolé parce que on se réfère beaucoup à l'univers du rap, mais en fait, c'est parce que c'est le seul espace aujourd'hui où la question se pose, parce qu'en société, dans la vraie vie, aucune personne non noire, non raciste ne se permettrait de dire ça, tu vois. Sûr. Et l'invisibilisation de cette question en France montre encore une fois comment la question raciale est souvent évacuée au profit de la question sociale. Tu vois, je vais te citer un petit propos d'une chroniqueuse de KLM, tu sais, c'est la radio de Booba, qui en fait n'est pas sa radio, mais en fait c'est sa radio, bon, c'est pas le problème. Hein. On fera un autre podcast là-dessus. Voilà, exactement. Et donc, elle s'exprimait sur le sujet et elle nous dit... quand j'étais enfant, on utilisait le mot négro entre banlieusards, entre gens d'origine maghrébine africaine. À l'époque, le hip-hop était un truc entre nous, entre gens pauvres. Il y avait une autorisation implicite. Ouais, mais c'est ça le problème que pose le mot. Ce qui est vrai d'ailleurs, il y a des noirs qui donnent des passes. Ouais, mais bon, tu vois, quand tu utilises le mot niga ou négro, c'est le fait que
on vit dans cette hégémonie de la culture urbaine, les consommateurs sont divers, Mm. mais que, comme dans la vraie vie, l'histoire et les mots n'ont pas le même impact sur les individus, quoi. C'est ça le souci. Mm. C'est fermer les yeux sur les disparités raciales et qui pourtant façonnent notre société. Et ça, la France, elle est pro de ça. Ça, vraiment. Mais voilà. Mais bon. En tout cas, pour conclure, la polémique autour de l'utilisation de ce mot par des non-noirs démontre, je pense, le désir de reconnaissance de cette histoire esclavagiste et coloniale violente, qui a encore des conséquences très très concrètes aujourd'hui, notamment celle des privilèges que des personnes non noires et surtout blanches tirent du fait de leur simple couleur de peau au sein de notre société. Donc je crois que c'est pour ça que ça fait péter des plombs à beaucoup de gens, tu vois, ce débat. Non, Donc voilà. Ce débat, il est vital, il est trop intéressant. Grave. Merci beaucoup, Kotou. Mais on est là, hein, c'est plaisir. Ouais, hein. franchement, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que ça nous intéresse énormément de savoir ce que les gens pensent Surtout si vous n'êtes pas par rapport à d'accord. ces questions. Grave. Ouais, si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous pouvez nous le dire. Voilà, on sera pas contents, mais vous pouvez nous le dire, J'ai quoi. voulu faire l'adulte, mais ça me piquerait quand même. Ouais. Mieux vaut que vous soyez quand même d'accord avec nous. quoi, Voilà, dans l'idée. the same. Bon, ben, on arrive presque à la fin de notre épisode. Merci pour l'écoute. Ouais. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao, on y va. Allez. Mais on rigole, Grosse rigole. blague. Là, là, là. Mais l'humour, on adore. Bientôt, on fait du stand-up, hein. Mais on sait que vous attendez ce moment et que le raté serait un crève-cœur pour vous. D'accord? Donc, what time is it, chers collègues? It's l'heure de la réunion. La communion, pardon, j'ai même raté la transition. On rate toujours ce lancement. Ouais, À chaque on fois, le on rate. rate, hein. C'est fou. Un jour, on y arrivera. Donc voilà, c'est l'heure de jeter dans l'univers nos vœux pour qu'ils Yes. se réalisent. C'est l'heure de la communion. Sarah, Kotou, mon dis-moi. premier vœu, c'est que les nightclubs réouvrent à zap. Parce que là, il faut que je bouge mes fesses, il faut que tu bouges tes fesses, C'est il un faut que euphémisme. tout le monde bouge tes fesses, ok? C'est un euphémisme. Là, c'est vraiment. Je vais prier avec toi pour celui-là. Vraiment, crois-moi. Prions tous. Meuf, suis-moi, je ma prière aussi. Que ma cheville arrête de me lâcher en plein milieu de la rue. Meuf, c'est terrible. Certains le savent, beaucoup ne le savent pas, mais je me suis ramassée dans l'escalier. Je me suis fait une entente pas possible et il y a ma cheville qui lâche. C'est pas la première fois, hein, De- je vais juste dire ça. Pourquoi tu dis ça aux gens? Pourquoi c'était pas nécessaire? Les chevilles de Kotou, c'est des grandes histoires. Mais voilà, j'ai juste besoin que ma cheville voilà, soit vraiment quelque chose sur lequel je peux compter en fait. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je demande pas plus en fait. Voilà. Alors non, mais j'ai notre prière qui est très personnelle, qui est très simple pourtant. J'aimerais bien que ma petite plante piléa, vous voyez ces petites plantes à la mode que tous les hipsters ont en ce moment, ma petite plante piléa ne meure pas, puisque c'est la 3e que Mais j'achète. ça, c'est pas une sorte de prière. Je suis désolée. Elle commence à faire la gueule, Kotou tu la vois, elle est devant nous la poser. elle est pas belle quoi. Voilà, même des coups, je suis désolée, hein, mais. Bon, si, on va prier, Sarah. Ouais, on va prier, prions pour Sarah, prions pour elle. Bref, moi, je souhaite de retrouver un jour le parfum Roger Gallet au gingembre qui n'est plus vendu dans ma pharmacie. Je suis orpheline. Non, je te sens sceptique. C'est Je suis très un peu sérieux. sceptique, C'est ouais. très sérieux. Ça fait des années que je mets ce parfum. Il n'est plus dans ma pharmacie. C'est un vrai problème. Je sais plus où le trouver. Il n'est pas à mon prix. Il est pas. Faut vous fixer ça. Roger Gallet, je sais que vous écoutez. Réglez ça. C'est mon parfum. Réglez ça, s'il vous plaît. Mais alors est-ce qu'il y a eu des chouquettes dans la boulangerie aussi, parce qu'on avait fait la prière la dernière fois? Les Eh ben chouquettes non, sont- les non, chouquettes sont pas mais revenues. maintenant comme j'ai une passion chanson aux pommes, c'est pas très Ah, grave. t'as pu Peut-être- faire le Mais j'ai transfert. demandé à ma boulangère, elle m'a dit que ça devrait revenir Ok. et tout, nanana, Bon bah les chouquettes à la Ouais. boulangerie et le parfum à la pharmacie. et ta petite plante. Amen. Et les nightclubs. Les s'il vous nightclubs et plaît. l'accueil sa cheville hein, surtout. Voilà les gars, mais merci beaucoup. Bah, Ouais. écoutez, c'était un super épisode, vraiment, on s'est éclaté à le préparer. On a trop hâte d'avoir vos retours. Et rendez-vous dans, on espère, 2 semaines. On essaie de tenir le rythme. Ouais, enfin le On rythme est- le tient pas On pour fait l'instant. comme on On peut fait les gars, plutôt les d'accord. trans- Ouais, donc on vous dit, on espère vous revoir, enfin, vous refaire un podcast avant les vacances de Noël. Ouais, c'est le plan. Voilà, plan. sinon on se dit à 2021. Mais, Allez. on n'est pas sûr. En tout cas, on fait des gros bisous. On a hâte d'avoir de vos nouvelles, j'allais dire. Ah, s'appelez-nous, yes. On a hâte d'avoir vos retours. On vous fait des gros bisous. Et à très bientôt pour un 5e épisode. À plus, gros bisous. Ciao, ciao.